Bonjour, merci d'être présent. Merci au PID de m'avoir invité pour vous parler un petit peu d'Eiffel. Euh, Eiffel, donc, je me présente, je m'appelle Olivier Cové, je me suis occupé des VFX du film. Le film Eiffel est un film de Martin Bourboulon. Je vous fais rapidement une petite présentation du film qui a été produit par Vanessa Van Zulen et Pathé. Le chef opérateur, c'est Mathias Boucard. Le chef décorateur, c'est Stéphane Taillasson. Parce que je vous en parle, je vais parler un petit peu de notre relation qu'on a eue, qui était très importante pour créer, monter un peu et mettre en place le décor et la lumière pour les VFX. Et la post-productrice VFX qui m'a accompagné, avec laquelle j'ai travaillé en duo pendant quasiment 2 ans, de la prépa à la livraison, c'est Justine Pena-Sotivet. Buff, donc il y a 560 plans VFX sur l'ensemble du film, ce qui correspond à peu près à 1 heure de film. Buff a réalisé, je ne sais plus, 318 plans. Le travail principal était donc la création de la tour, du chantier, de son environnement de Paris, de la reconstitution de Paris à la fois au sol, mais aussi depuis les points de vue hauts de la tour, l'environnement, et aussi l'exposition universelle et son chantier qui se construit au fur et à mesure tout au long du film. Voilà, j'ai travaillé on a travaillé toute l'équipe avec MacGuff Line aussi, supervisé par Bruno Sommier. MacGuff en fait est intervenu pour travailler sur le rajeunissement de Eiffel lors des séquences de flashback, et est intervenu aussi toujours dans ces périodes de flashback, sur le chantier de Bordeaux, donc les débuts de chef de chantier d'ingénieur d'Eiffel. Et puis après, ils sont intervenus sur pas mal de plans où il a fallu faire des cleans d'anachronisme, ou alors des améliorations de décors dans certains plans. Et puis en fin de projet est arrivée la CGEV qui a travaillé, intervenu sur les retouches beauté et certains rajeunissements donc, qui étaient liés à ces plans de retouches beauté. Voilà, donc je voudrais vous parler un peu d'Eiffel, mais aussi de la manière dont on a pensé et amené le tournage pour la réalisation ensuite des VFX. Et c'est pour ça que le lien entre le chef déco et le chef opérateur et la mise en scène, naturellement, est très très importante. Et il faut qu'il y ait un accord commun, qu'on joue tous d'une même note. Donc, je vais vous parler d'abord de la pré-production rapidement. J'ai rencontré Martin, c'était en février 2019. Et voilà, il me parle qu'il veut réaliser un film romantique sur un fond de construction de la tour. Pour lui, c'était très important, un peu déroutant, mais moi j'adore en fait. C'est qu'il me dit, je veux pas un film à effet en fait. Je veux être au plus proche de mes acteurs, je veux vivre avec eux, je veux bouger avec eux, je veux être sans cesse au plus proche d'eux, et je veux surtout pas de plan à effet. Je veux qu'en fait on vienne compléter ma mise en scène, ma narration. Voilà, donc ma caméra sera toujours en mouvement, ce sera très souvent peut-être un peu flou derrière, ça va être très vivant, mais il va falloir me suivre. Moi, ça, j'adore. En gros, en un mot, il fallait être immersif. Donc c'est tout de suite, on s'est plongé dans cette réflexion pour adapter nos techniques et pour qu'on puisse travailler correctement derrière. Mathias Boucard, lui, pour répondre à ces contraintes-là, donc, a choisi de filmer en AXA65, c'est-à-dire un large format, un grand format, avec des objectifs anamorphiques de 65. Tout ça pour justement pouvoir filmer assez proche les acteurs, voire des fois utiliser des bonnettes ou alors ce qu'on appelle des dioptries, pour vraiment être très très proche, et puis surtout avoir cette possibilité d'ouverture de champ derrière, de voir ces grands décors, ce qui aurait été difficile en sphérique. Voilà. Donc en gros, ça ne simplifie pas les VFX, mais c'était très excitant, et surtout une envie aussi d'être totalement transparent et invisible. Donc, lors de la prépa, ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé tout de suite à superviser, à storyboarder les grandes séquences, les séquences importantes pour les VFX, afin de travailler concrètement sur des images
avec tous les chefs de poste pour définir les techniques et respecter la mise en scène de Martin et ainsi adapter notre tournage. Donc là, en l'occurrence, sur les vignettes de storyboard que je vous montre, on raconte la séquence de la poutre. C'est une séquence épique. Le moment crucial de la construction de la tour, c'est-à-dire une fois que les 4 pieds sont érigés, il faut les relier. Mais avec une précision assez diabolique, puisque vous avez 4 pieds de 40 mètres de haut à ce moment-là, espacés de 70 mètres, donc c'est quand même des masses monumentales qu'il faut, disons, relier à une précision d'un trou de rivet. Donc, pour cela, Eiffel et ses ingénieurs ont pensé des systèmes, et notamment, chaque pied est posé sur... Alors, je vais parler avec mes mains, donc ça va être compliqué avec le micro. Chaque pied était donc posé sur une chèvre en bois, c'est-à-dire un échafaudage, en appui, et entre l'arbalétrier, c'est-à-dire la poutre principale du pied, et la chèvre, se trouve un piston, et ce qu'on appelle la boîte à sable. Et ce piston, donc, compresse du sable. Donc tout le poids du pied repose sur ce piston. Et ça permet, si vous voulez, en grattant le sable, qui devient très très dur, très solide, en le grattant, vous baissez le pied de millimètre en millimètre. Donc vous imaginez la masse, je vous rappelle, en 1888 à ce moment-là. Bon, voilà, c'est une technologie et ça fait ses preuves. Donc voilà. Et puis après, si jamais il y avait trop d'erreurs, ils utilisaient ce qu'on appelait un piston hydraulique, qui était de la taille, sans rire, comme du siège, donc une toute petite boîte, mais qui arrivait à redresser un pied de donc 40 mètres de haut et faisant plusieurs tonnes. Voilà, donc cette séquence, elle était très importante parce que il fallait, comme Martin en fait aime bien s'exprimer avec du ressenti. Il ne va pas parler technique, lui. Ce qu'il veut, c'est raconter des choses et ressentir des émotions. Ce qu'il veut, c'est cette sensation de vertige, d'être avec eux, d'être au plus proche d'eux. Donc, à partir de là, de ce storyboard, on développe ce qu'on appelle un VFX breakdown. On l'a déjà fait sur scénario, mais il vient se préciser avec le storyboard, puisqu'on a quand même une notion un peu de cadre et d'axe et de situation. Donc, on va définir, en tout cas pour les VFX, voilà, on va tourner de telle manière l'avant-plan, peut-être mettre un fond vert. Je demande à chaque département les SFX de la fumée, les stunts, il y a forcément des câbles, de la sécu, voilà. Et donc c'est un VFX breakdown qui réunit toutes ces informations-là par type de plan. Ce qui fait que tout le monde a une feuille de route pour travailler et arriver sur le jour du tournage. Bien sûr, avec les réunions, on arrive et on sait ce qu'on fait. Et tout le monde est là. Voilà. Et donc, à la lecture du script et du storyboard, il était évident qu'il fallait construire un morceau en tout cas de tour, mais où et comment. Alors, de ce fait-là, nous sommes allés à Bretigny, peut-être certains d'entre vous y ont déjà tourné, à Bretigny, donc sur un backlot, à ce moment-là géré par TSF. C'est une ancienne base militaire, c'est un aérodrome, une ancienne base militaire, qui est devenue donc un backlot et qui vous donne un espace de travail immense, mais dont beaucoup d'avantages, mais un inconvénient, c'est le vent. Et quand vous travaillez dans les VFX, malheureusement, le vent, c'est pas votre ami souvent pour notamment les fonds verts. Donc il a fallu trouver quelques astuces, sachant qu'on allait y tourner quand même bonne durée et puis beaucoup de plans. Donc on a construit un décor. En tout cas, l'équipe de Stéphane Taillasson, donc chef décorateur, a fait une proposition géniale. Avant tout, ce qu'il fallait se dire, il était clair qu'il fallait tourner en extérieur, surtout pas en studio. Ce qu'on voulait raconter, ce qu'on voulait voir en studio, on aurait perdu toute nature, à la fois pour les acteurs, mais aussi pour la mise en scène, pour le réalisateur, pour les VFX, pour la lumière. On n'aurait jamais réussi à obtenir cette richesse de conditions qu'on a en extérieur pour la lumière, surtout à cette échelle-là. Et ce qui était intéressant aussi, c'était que de jouer en extérieur sur une longue durée, donc forcément, il peut y avoir des problèmes météo qu'on ne pourra jamais contrôler. Mais c'est ça qui est génial, c'est que cette météo va nous donner aussi de la richesse en lumière, mais aussi de la richesse dans les décors, dans la mise en scène, et on va s'adapter à ça. Et on raconte un chantier qui a duré 2 ans. Donc en fait, c'est bien, c'est très bien qu'un jour il fasse gris, qu'un jour qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il y ait du soleil.
Voilà, donc c'était parfait pour nous et c'est ce qu'on a recherché. Donc clairement, ce décor a été construit et donc l'équipe de Stéphane Taillasson a développé un pied, un pied qui fait quand même un morceau de pied qui fait quand même 11 mètres de haut. Oui, c'est ça, un morceau de pied qui fait 11 mètres de haut, donc il est à l'échelle 1. Il représente en fait ce morceau. Il fait 11 mètres de haut, 15 mètres de large, voilà, et donc ça va nous servir de studio pour plein de moments lors de la construction de la tour. Donc là, il y a un vrai challenge là-dedans, c'est que, comme vous pouvez le voir, la tour est un déport. Elle est en déport, mais de par son poids et le fait qu'on va y mettre des acteurs et des figurants, elle peut basculer. Donc il était impossible de creuser des fondations de la nature du sol et puis du lieu où on était. Donc en fait, elle est tenue juste par les gros blocs de béton que vous voyez au sol, qui sont comme un contrepoids, quoi, tout simplement. Donc tout ça a été validé par un bureau d'études. Donc en soi, c'était un vrai challenge déjà, juste cette construction. Voilà, donc comme je vous disais, ce décor nous a servi pour 3 moments du film. J'y reviendrai un peu plus tard. Et puis on arrive aussi au chantier. Donc le décor a été adapté au fur et à mesure du tournage. C'est-à-dire que, comme vous avez pu le voir, et je reviendrai dessus tout à l'heure, là maintenant, Stéphane Taillasson et son équipe ont réalisé donc, la partie au sol, donc un chantier qui fait quand même 80 mètres par 80 mètres de large, qui est une sacrée belle surface pour y évoluer, en tout cas pour les acteurs et les figurants, pour raconter que cette fourmilière vraiment qui travaille. Et et voilà. Mais nous, derrière, bien sûr, on a dû reconstituer les 3/4 restants de ce chantier, puis l'environnement de Paris qui entoure ce chantier, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est toujours au cœur de Paris, le Trocadéro, et puis naturellement les ouvriers en train de travailler. Donc forcément, décor dit props, on s'est beaucoup basé sur tout ce qui a été construit pour pouvoir développer le restant en VFX. Donc on a fait énormément de photos des props d'éléments du chantier en photogrammétrie, qu'on a recréé ensuite en asset optimisé pour être vu à plusieurs distances et d'après toutes les photos. Après, donc, une fois tous ces assets créés, on est allé en tournage. Le tournage, donc, c'était 56 jours de tournage de septembre 2019 à juin 2020, scindé en 2 blocs. On a pris du retard en fait sur la deuxième partie parce qu'au moment où on repartait en tournage pour le deuxième bloc, la veille ou 2 jours avant, enfin bref, vraiment on peut dire au dernier moment, il y a eu le premier confinement. Donc on a été coupé net dans notre élan et notre dynamique. Donc il a fallu, bon on était prêt à repartir, mais il a fallu s'arrêter et attendre. Et on a été le premier tournage à reprendre lors de la levée du confinement. On est reparti direct à Bordeaux, faire toutes les séquences de flashback. Voilà. Donc maintenant je reviens au décor, toujours pareil, c'est-à-dire que ce moment-là, en fait, c'est la jonction de la poutre, donc, qui correspond au storyboard que je vous ai montré tout à l'heure. Donc on peut voir que d'un coup, des containers ont été développés sur lesquels se posent des poutres qu'on raccorde et sur lesquels vont évoluer les personnages, les acteurs. Donc on a disposé tout un tas de fonds verts forcément pour essayer de couvrir un maximum. Mais bon, quand on tourne à 3-4 caméras plus une grue, les fonds verts partent rapidement. Enfin, voilà, marche au début, puis après ne marche plus. Mais il fallait l'accepter, c'est normal. Voilà. Et nous, notre idée, forcément, vu qu'on tourne nos acteurs à 8 mètres de haut, alors qu'en fait on est censé être à 40 mètres de haut, et ben, on recrée tout ce qui est en bas en 3D. Donc à la fois forcément l'extension du pied, mais aussi le chantier vu de dessus, les ouvriers en train de travailler ou d'évoluer, et les Parisiens en train d'attendre ce moment clé de la jonction. Et puis on peut y voir aussi l'exposition universelle en train de se construire, ou le Trocadéro, ou quelques immeubles de Paris. Voilà. Toujours pareil, de ce fait-là, on a pu filmer aussi des contre-plongées. Là, à ce moment-là, on tournait des éléments pour les remettre dans des plans spécifiques vus du sol. Donc voilà, c'est une aisance aussi de travail. Mais voilà pourquoi ce studio était vraiment très intéressant. Je vais vous montrer un panel de plans justement liés à cette hauteur-là.
qui correspond un peu à nos types d'interventions qu'on a eu à faire par rapport à toutes les séquences. Donc c'est un petit panel, je reviendrai un peu plus tard sur un ensemble de plans. Voilà, il y a du son normalement. Donc, comme je vous disais, voilà, dès que vous voyez un horizon, quoi qu'il en soit dans le cadre, tout est recréé. Dans la vignette, vous voyez Bretigny, et au fond, vous voyez Paris, en fait, sur l'écran, avec toujours le Trocadéro qu'on reconnaît, le palais. Voilà. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, de filmer comme ça au naturel, nous avons à la fois une émotion, la caméra, son mouvement qui est naturel, qui est, comme je vous expliquais, très proche de ses acteurs, mais aussi la lumière. Et la lumière compte énormément à la fois pour l'image des acteurs et le décor, mais aussi pour les VFX. Donc en fait, tous les acteurs, en gros, c'était un pied de tour et 2 containers, et après, il fallait tout recréer autour à chaque fois, quoi. Voilà. Ensuite, ce décor, on l'a utilisé pour faire une séquence qui s'appelle le déjeuner de Claire. C'est Eiffel qui déjeune avec sa fille. Cette action, en fait, toute cette séquence se déroule au cœur de la tour. Donc, parfait, ce morceau de pied va nous servir d'intérieur de tour, pardon, à n'importe quel niveau, puisqu'on n'a pas vraiment notion de nos hauteurs, c'est nous qui la créons après. Donc là, on est à 30 mètres de haut, on est un peu plus bas, les poutres ne sont pas encore raccordées. Et Stéphane Taillasson et son équipe ont installé tout un plateau pour que les ouvriers puissent déjeuner. En gros, c'est une séquence du quotidien du chantier. Et on a installé donc des fonds verts tout derrière avec des grues, et puis on a adapté par rapport au soleil. Voilà, donc le principe était de recréer Paris à cette fois-ci une hauteur légèrement différente. Mais comme tout notre décor était en 3D, c'était très simple, puisque nous, en fait, on mettait notre caméra 3D à la bonne hauteur. On avait reconstruit exactement, très précisément, le décor filmé, ce qui nous a permis à chaque fois de caler notre caméra dans la bonne perspective, c'est-à-dire d'être le plus juste possible en termes de, bien sûr, focale, perspective, tout ce qui fait aussi la qualité d'un plan derrière. Donc pareil, je vous montre un léger panel de plan avec du son. Alors, voilà, donc à chaque fois, voilà, tout est sur fond vert. Ce sont quelques plans parce que après, c'est comme si une séquence de dialogue, c'est très répétitif. Mais ça vous montre qu'en fait, voilà, ce décor, en fait, on est parti d'en haut et puis on descend. Voilà. Et enfin, on arrive après à la partie chantier. La partie chantier, c'est 80 figurants, c'est des chevaux, c'est des machineries, c'est pour donner de la vie. Il faut que Eiffel puisse évoluer dedans. Donc, je reviens à ce qu'on disait, donc 80 mètres de surface à la fois longueur, largeur. Et ce pied qui a été réhabillé de ce fait-là, vous voyez, les socles en béton sont cachés par la maçonnerie de l'époque qui tenait donc les arbalétriers. On a créé le départ des chèvres, donc vous voyez tous les échafaudages qui sont en structure au sol. Et puis voilà, puis après, la mise en scène a créé toute cette vie autour de ça. Et nous, les VFX, on devait compléter tout ce qu'il y avait à la fois à l'horizon et en même temps en hauteur. Voilà, donc quand on s'attaque forcément à la tour Eiffel, le moindre chiffre prend des proportions démesurées. Là, par exemple, je vous parlais du vent tout à l'heure. Comme on tournait énormément de temps à Bretigny, devant ce chantier, il était inconcevable de faire que de la roto pour détourer tout le monde. Surtout que quand on a fait le repérage, on était tout seul, mais quand on a tourné, en fait, il y avait tout un colloque européen de Mercedes avec des camions partout autour de nous. Donc, bon, voilà, je sais pas, c'était pas plus mal qu'on ait des fonds verts. En tout cas, on s'est battu pour. Et donc, pour vous donner un peu un ordre d'idée, de ce fait-là, on utilise des containers. J'ai proposé cette idée, parce que j'ai eu l'expérience dans un film à Taïwan. Et on avait donc 140 mètres de fond vert. Donc, c'était pas mal. C'était un beau chantier en soi aussi à installer. Mais une fois installé, c'était parfait parce qu'il n'y avait aucun ajustement à faire et on pouvait donner à Martin toute cette liberté de mise en scène. Voilà.
Donc là, je vous montre un panel de plans, pareil, du chantier au sol. Donc là, je l'ai accéléré le plan parce qu'il était un peu long. Donc voilà, à chaque fois, on a recréé les environs. Donc là, c'est le côté Seine. Le côté Seine où à chaque fois, on découvre le palais du Trocadéro au loin. Vous pouvez voir, on remet donc le pied, on étend les chèvres, on multiplie tout. Là, on est au tout début de la construction. Donc c'est vraiment la mise en place des premiers niveaux. Là, c'est la séquence de la grève des ouvriers. Donc c'est un autre axe, un autre décor, une autre lumière. Donc voilà, à chaque fois, il fallait toujours compléter. Alors, ce panel de plans vous montre un peu les différentes atmosphères dans lesquelles on est intervenu. Et c'est ça qui est bien avec la 3D, c'est qu'une fois que votre asset est développé, vous l'intégrez facilement, vous adaptez la lumière, vous changez tout et amenez l'atmosphère. Donc, comme vous pouvez le voir, les plans fixes, ça n'existe pas avec Martin, ça bouge tout le temps, même un plan fixe bouge. Ensuite, donc, le côté un peu classique des VFX pour la foule, donc prise de photos de figurants avec un maximum de costumes pour recréer les foules, notamment là en l'occurrence les ouvriers, mais aussi les Parisiens qui étaient donc en plusieurs catégories. Il y avait les low, les middle et les upper class. Il y avait voilà, tout ça pour reconstituer un peu à la fois lors de la cérémonie d'inauguration, mais aussi du chantier et dans les rues de Paris. Et puis après, pour répondre à ça, on sait souvent qu'il arrive tout le temps des imprévus après montage. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai filmé aussi pas mal de figurants sur fond vert avec des actions un peu classiques pour pouvoir rajouter de la foule non prévue. C'est-à-dire, en gros, dans des plans qui arrivent au montage et donc on trouve un peu vide, dans des rues, tout ça, pour pouvoir mettre des éléments et les habiller. Et ce qui permet de répondre un peu à cette demande, finalement à moindre frais, bien moins qu'avec de la full 3D. Voilà. Ensuite, les effets visuels. Donc, je vais vous parler un peu principalement de la reconstruction du chantier de la tour. Donc, c'était donc, comme je vous disais tout à l'heure, à peu près 318 plans. C'est 5 mois de travail qui ont concerné 22 graphistes, pas en même temps, mais en tout cas qui sont intervenus tout au long de ces 5 mois. On a eu forcément les impacts du Covid qui est venu s'insérer là-dedans et donc voilà, comme tout le monde, on s'est adapté, mais comme c'était la première vague, il a fallu tout développer pour ça, mais on a pu répondre assez vite. Donc il a fallu tenir compte de tout ça aussi. C'était un beau chantier en soi aussi. Voilà, donc les effets visuels ont constitué, à tout reconstituer autour de ce qui était tourné. En l'occurrence, je vous parlais tout à l'heure du palais du Trocadéro. Donc grâce à de nombreuses photos, mes sources principales pour retrouver des documents et puis aussi à la fois des photos, mais aussi des tableaux, mais aussi des textes, beaucoup de livres. C'est Gallica, qui est donc un accès numérique de la base de données de la BNF, et qui est donc une mine d'or quand vous voulez apprendre et comprendre. Voilà, en tout cas, c'était ma source principale. Et vous avez les documents à portée de main, c'est incroyable. Vous pouvez lire les livres sur votre ordinateur en direct. Et notamment, vous avez accès à des banques de données de photos, mais incroyables. Et donc, en l'occurrence, là, je vous montre des photos classiques, mais ça nous a permis, si vous voulez, de trouver des monuments sous différents angles. Et vous connaissez tous aujourd'hui la photogrammétrie, et donc de reconstituer en fait les bâtiments avec de la photogrammétrie. Donc, bien sûr, à la main. Je ne vous parle pas d'un système automatique, parce que là, ces photos-là, elles sont recadrées, elles sont, c'est des chambres particulières, enfin des appareils photo particuliers, donc en gros, il vaut mieux le refaire à la main. Mais en tout cas, on a fonctionné de cette manière-là, ce qui nous a permis après de développer, donc, en tout cas, cet asset du Palais Trocadéro, qui nous a permis de le placer et toujours dans la bonne perspective, et ensuite d'adapter la lumière du film en conséquence. Ensuite, on s'est attaqué à la tour. La Tour Eiffel, pareil, énormément de photos. Ça, c'est des photos classiques aussi que tout le monde connaît. Mais ce qui était intéressant, c'est que j'ai trouvé un livre de chez Taschen
un livre, un immense format, il est immense comme ça, qui s'appelle La Tour de 300 mètres, que peut-être certains d'entre vous connaissent. Ce livre, en fait, qu'est-ce qu'il vous livre? Il vous livre en fait tous les plans de la tour de l'époque, c'est-à-dire les plans et les cotes. Les planches principales, hein, bien sûr, tout le reste est stocké à Orsay. Mais en tout cas, voilà, vous avez devant vous un plan de Lego, clairement, de la tour, avec toutes les cotes, les angles, les distances, les inclinaisons. Eh ben, c'est pas compliqué, hein, on a suivi le plan. On a fait tout simplement, on est des grands enfants, on a fait des Lego. Donc on a tout reconstitué et on a recréé la tour entièrement à l'époque, de l'époque. Donc qu'est-ce qui change la tour de 1889 à celle d'aujourd'hui? Bon, principalement le premier étage, c'est ce qui est le plus reconnaissable, car à l'époque c'était des alcôves pour les restaurants et d'autres activités. Lors de le troisième étage, qui a eu un incendie dans les années 50-56, je crois, qui est différent aussi aujourd'hui. En 1889, en fait, les ascenseurs n'étaient pas en service. Donc il y avait les rails des ascenseurs, mais il n'y avait pas encore les ascenseurs d'Otis, d'ailleurs, ils n'étaient pas installés, ils étaient encore en développement. Et ce que je trouve génial dans la prouesse et dans l'analyse de cette équipe d'ingénieurs, c'est qu'en fait, ils ont tout simplement utilisé les rails d'ascenseur pour accrocher les grues qui ont permis de monter les poutres au fur et à mesure. Donc les grues montaient le long des rails des ascenseurs pour pouvoir monter les pièces une à une jusqu'en haut. C'est ce qui explique aussi la rapidité de la construction de la tour. Je vous rappelle que c'est un chantier qui a duré que 2 ans. 2 ans, c'est quand même pas très long pour construire cette tour, où c'est une prouesse technique. Voilà en tout cas pour ce qui est de la construction de la tour. Là maintenant, je suis désolé, je vais très vite parce qu'en fait, voilà, peu de temps pour vous parler de tout, j'aurais plein de choses à vous dire, mais je vais vous montrer un making-of qui représente un peu l'ensemble de nos travaux sur le film Eiffel. Ça dure à peu près 5 minutes et ça vous permettra de voir et de comprendre un peu tout ce qu'on a pu faire pour ce film. Il y a du son.
Voilà, donc comme je vous disais, à titre personnel, c'est 2 ans de travail, de la prépa à la livraison, de 2019 on a livré le film en février 2021. Bon, il est sorti beaucoup plus tard à cause, forcément, vous savez très bien, à cause du Covid. Voilà, c'est très important pour moi. Moi, je remercie vraiment toute l'équipe de graphistes talentueux avec qui j'ai pu travailler. C'était un vrai bonheur. L'équipe de production, les développeurs de Buff, de McGuffline, Bruno Sommier avec qui j'ai travaillé et collaboré. Voilà, c'était juste 2 ans de plaisir. Bien sûr, c'est pas toujours évident, mais c'est la vie, c'est pas grave, c'est drôle. En tout cas, c'était que du plaisir et je suis très fier d'Eiffel aujourd'hui. Et puis voilà, et puis maintenant, c'est de nouvelles aventures. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. Merci à vous. Bonne journée. Merci beaucoup Olivier. Juste aussi également de préciser que tu travailles actuellement, tu poursuis ta collaboration avec Martin Bourboulon sur Les Trois Mousquetaires, une très belle aventure, mais dont on pourra reparler PIDS 2024 certainement. Oui, voilà. 2024, oui. Oui, parce que c'est 2 films en fait. C'est 2 films qu'on tourne en même temps, c'est un beau challenge. En tout cas, merci beaucoup, c'était un très très beau travail, bravo. Merci voilà. Yann, merci à vous. Voilà.